Salut à tous et salut à toutes, c'est Artplay. Dans cette vidéo, on va aborder deux éléments très différents, mais néanmoins corrélés et qui vous ont pas mal posé question. Le premier, ça va être Ethereum, la monnaie. Le second, ça va être la stratégie globale de gestion de portfolio et ce qu'on appelle le hedging. Parce que vous vous êtes pas mal posé de questions sur quelle était finalement ma stratégie après que je vous ai annoncé que j'étais trader / investisseur de crypto-monnaie. Et on va essayer d'y voir un petit peu plus clair là-dedans. Pour bien comprendre ce qu'est Ethereum, il faut se replacer un petit peu dans le contexte du Bitcoin. Et ça tombe plutôt pas mal puisque c'est la chose dont je vous ai parlé lors de ma précédente vidéo. Ce qu'était le Bitcoin, comment il s'introduisait dans l'histoire de la monnaie, que c'était une monnaie décentralisée, et toutes ces choses-là. Donc Bitcoin, le protocole Bitcoin a vu le jour fin 2008, et puis petit à petit, il y a pas mal de choses qui s'y sont greffées, pas mal d'idées qui sont arrivées dans la sphère Bitcoin. Il y a eu ce qu'on appelait les premiers forks de Bitcoin, le tout premier ayant été Namecoin. Le but de Namecoin, à l'époque, était de créer des noms de domaines décentralisés. Ça n'a pas forcément eu beaucoup de succès, donc ça vaut pas forcément le coup de rentrer en détail énormément, mais je vous le mentionne quand même, parce que Namecoin a été finalement le premier précurseur d'un ensemble d'applications et de différentes idées qui ont été bâties sur le protocole Bitcoin ou à côté du protocole Bitcoin. Parce que Bitcoin avait innové en créant une monnaie décentralisée, et il y a beaucoup d'autres blockchains qui ont décidé que si on pouvait faire une monnaie décentralisée, soit en programmant un petit peu Bitcoin avec ce qu'on appelle typiquement les colored coins ou des choses comme ça, parce que Bitcoin est une monnaie légèrement scriptable, c'est notamment ce qu'on voit pour créer des wallets multisignatures, mais on en parlera un autre jour. Donc soit en créant des colored coins de Bitcoin, soit en créant carrément des forks et ou d'autres monnaies, d'autres blockchains qui pouvaient servir à d'autres choses. Donc ça c'était un petit peu l'idée de départ, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a vite eu beaucoup de blockchains concurrentes pour beaucoup d'applications. Et puis, en 2013, il y a un gamin qui à l'époque avait, je crois, 20 ans ou 19 ans, qui s'appelait Vitalik Buterin, et qui travaillait déjà sur le protocole Bitcoin, qui s'est dit, au lieu de faire toutes ces différentes blockchains, toutes ces différentes applications, finalement, autour de Bitcoin, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement faire une grosse blockchain qui pourrait gérer absolument toutes les applications possibles et imaginables. C'est là qu'il a eu l'idée d'Ethereum. Alors qu'est-ce qu'Ethereum ? C'est une espèce d'ordinateur décentralisé qui possède la propriété d'être Turing complet. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que signifie être Turing complet, d'une part parce que moi-même ce n'est pas forcément une notion que je maîtrise très bien, d'autre part parce que vous la verrez mieux expliquée dans d'autres vidéos si jamais vous êtes quelqu'un de technique. En gros, pour des gens peu techniques comme vous et moi, ce qu'il faut comprendre par Turing complet, c'est que ça peut concevoir à peu près n'importe quel algorithme, à peu près n'importe quelle application. L'objectif d'Ethereum et de Vitalik était donc de créer le premier ordinateur monde, décentralisé, mondial, sur lequel n'importe qui aurait pu coder n'importe quelle application et la faire fonctionner. Mais l'histoire d'Ethereum n'a pas été de tout repos, très loin de là. C'est ainsi qu'en 2016, en mai 2016, il y a eu ce dont vous avez sûrement entendu parler, qui était le hack de la DAO. Alors la DAO, qu'est-ce que c'était ? C'était quelque part la première ICO sur Ethereum. Si vous ne savez pas, c'est une ICO. Pareil, on y reviendra lors d'une autre vidéo. DAO, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie Decentralized Autonomous Organization, c'est-à-dire une organisation autonome décentralisée. Le but de la DAO était justement de gérer des fonds pour lever des fonds pour d'autres sociétés. C'était une espèce de super ICO, ça aurait été un organisme qui aurait chapeauté des ICO. C'était conceptuellement une très bonne idée qui a eu un énorme succès. D'ailleurs, à l'époque du hack, lorsque la DAO, qui était donc la première ICO sur Ethereum, a été lancée, ils avaient récupéré 14% de l'ensemble des tokens Ethereum. Ce qui est vraiment quelque chose d'énormissime, complètement énormissime. Et ces 14% des jetons, des tokens Ethereum, avaient été récupérés au travers d'un smart contract Ethereum. Qu'est-ce qu'un smart contract ? C'est une des briques fondatrices d'Ethereum. C'est quelque chose que je n'ai pas expliqué, sur lequel je vais venir un petit peu maintenant. Comment fonctionne Ethereum ? Ethereum peut être scripté par n'importe quel langage de programmation. Et vous avez deux types d'adresses sur Ethereum. Les adresses normales, dont vous pouvez disposer, dont moi je peux disposer, sur lesquelles on va stocker nos tokens Ethereum, et vous avez les adresses de smart contract. Et qu'est-ce que peut être un smart contract ? Autant Bitcoin est assez limité,
au sens où ben voilà, vous avez soit une adresse Bitcoin, soit une adresse multisig, soit une ou deux petites choses peut-être au maximum. Autant sur Ethereum, un smart contract peut exécuter n'importe quelle fonction à n'importe quel moment, être exécuté suivant comment il a été codé par différentes personnes, toutes sortes de choses. Un smart contract, ça peut être aussi complexe que, peut-être pas actuellement, mais que typiquement un ordinateur Windows. Ça peut être ça, un smart contract. Et c'est limité uniquement par le gaz que vous êtes prêt à y injecter. Qu'est-ce que le gaz? C'est une unité fondamentale d'Ethereum. C'est en gros le carburant qui fait fonctionner Ethereum. Si vous codez un smart contract très complexe, il va consommer beaucoup de gaz, et la conséquence, ça va être que ça va vous coûter beaucoup d'argent à le faire tourner. Mais il y a une autre problématique que celle du gaz qui se pose avec les smart contracts. C'est que les smart contracts sont notablement difficiles à faire de manière inattaquable. Et ce qui s'est passé avec le smart contract de la DAO, c'est justement que c'était trop complexe et trop mal audité et qu'il y avait une faille massive dans le smart contract de la DAO. Et assez rapidement, il y a un hacker qui a profité de cette faille et qui s'est mis à littéralement siphonner le smart contract de la DAO. Donc, tous les Ethereum qui avaient été contribués à la DAO ont été petit à petit siphonnés vers l'adresse Ethereum du hacker. Pour une valeur à l'époque, je crois, de jusqu'à 50 millions de dollars, c'était vraiment énorme, ça représentait, comme je vous l'ai dit, 14% des jetons Ethereum. Ça a provoqué une énorme levée de boucliers dans la communauté et un gros clivage. Pourquoi? Parce que il y a eu deux philosophies qui se sont fait face, si vous voulez. Il y avait un camp qui disait, bon, il y a une maxime dans Bitcoin qui dit « code is low » et qu'il ne faut pas revenir sur le code, qu'il ne faut pas altérer la blockchain. D'un autre côté, 14% du projet en entier qui partait pour un hacker, ça faisait vraiment beaucoup, ça faisait une somme dans l'absolu importante, et même relativement par rapport à la chaîne Ethereum, énorme. Donc il y a eu des débats qui étaient soit on fait ce qu'on appelle un rollback, c'est-à-dire qu'on réécrit la blockchain avec le consensus des mineurs, soit on laisse le hacker partir avec les sous et on garde une chaîne qu'on appelle immuable. Et c'était un petit peu le clivage. Et de manière assez intéressante, ce gros clivage a généré le premier gros hard fork, disons, de l'histoire des blockchains. Puisque le camp qu'il a finalement emporté quelque part en majorité, ça a été le camp qui a consisté à dire, bon bah écoutez, on réécrit la blockchain à partir de avant le hack de la DAO, et puis on repart comme ça. Donc ça c'est ce qu'on appelle un hard fork, c'est-à-dire que vous repartez du code à un instant précédent, ça génère forcément un hard fork. Et à l'époque on s'imaginait que, si vous voulez, donc vous avez la chaîne principale qui était là, et puis Ethereum, qu'on connaît actuellement sous le nom Ethereum, est partie d'un côté. Et ce qu'on s'imaginait, c'est que la chaîne initiale, celle où il y a donc les 14% de jetons qui ont été volés, on s'imaginait que la chaîne initiale allait mourir, et que les mineurs n'allaient pas la maintenir. Et il s'est passé quelque chose que pas grand monde n'attendait, je crois, à l'époque, c'est que finalement les deux chaînes ont continué leur évolution l'une en parallèle de l'autre. La chaîne qui a forké, qui a fait le rollback, qui est revenue donc, qui a annulé les transactions du hacker, s'appelle maintenant Ethereum, alors que la chaîne originale s'appelle désormais Ethereum classique. Plus récemment, en juillet 2017, il y a eu un autre hack massif, où il y a cette fois-ci 32 millions de dollars qui sont évaporés dans la nature, lorsque une des implémentations de Ethereum, qui s'appelle Parity, qui est en gros un wallet au même titre que Armory ou Bitcoin Core, il y a eu une faille massive également qui s'est révélée dans Parity, et 32 millions de dollars ont été ainsi siphonnés par des hackers. Ça c'était également assez grave, puisque avait collaboré au développement de Parity le cofondateur d'Ethereum. Donc on voit qu'Ethereum, c'est vraiment un produit qui a une vision géniale. La vision de pouvoir construire n'importe quelle application, qu'on appelle des DApp, Decentralized Application, n'importe quelle application sur la blockchain. Ça peut avoir des tonnes d'applications, des tonnes et des tonnes. On peut penser à, je ne sais pas, du stockage décentralisé, par exemple. Vous pouvez avoir vos fichiers décentralisés, donc qui seront inaltérables, intouchables, incensurables, tout ce que vous voulez, indécodables, à part par vous, dont vous disposerez la clé privée. Il y a aussi au moins 2 projets que je connaisse qui parlent de calcul décentralisé, donc ce sont les projets
Golem et iExec, qui pourraient servir pour des organismes comme la NASA ou des choses comme ça, ou même pour des particuliers qui seraient prêts à payer pour avoir leurs calculs effectués de manière plus rapide. Donc toutes sortes de choses, les projets sont innombrables, et actuellement, bien entendu, vous avez tous les projets ICO, dont vous trouverez des myriades d'exemples également, qui lèvent des fonds sur la chaîne Ethereum et qui promettent de construire des applications en plus sur la chaîne Ethereum à l'avenir. Donc ça, c'est un petit peu pour vous parler donc des avantages et des risques intrinsèques à Ethereum, et est-ce que finalement c'est un bon investissement Ethereum. Donc au niveau des avantages, voilà, on a cette vision d'ensemble qui est vraiment massive, et on a également beaucoup de projets qui sont déjà bâtis dessus. Au niveau des risques maintenant, il y a beaucoup de gens qui voient Ethereum tout en rose. Ce ne sera jamais trop une opinion que vous entendrez sortir de ma bouche, parce que moi je suis très embêté par les risques technologiques inhérents à Ethereum. Donc on l'a vu, le hack parity, le hack DAO sont des vulnérabilités dans les smart contracts. Ce n'est pas Ethereum en soi qui a une faille, ce sont les smart contracts qui se révèlent difficiles à coder de manière très rigoureuse, et les gens font des erreurs en les codant, introduisent des failles en les codant, et ça c'est vraiment un souci, c'est que si vous avez un langage, une infrastructure qui est difficile à concevoir de manière robuste, forcément sa valeur est très nettement impactée. Au-delà de ça, Ethereum en lui-même pourrait éventuellement être attaquable. Ce qu'il y a de certain, c'est que la surface d'attaque sur Ethereum est vachement plus vaste que la surface d'attaque sur Bitcoin. Ça, c'est d'autant plus vrai que Ethereum n'est pas un produit fini actuellement. Autant Bitcoin est tout à fait utilisable en l'état, et est utilisé en l'état, même si on est limité au niveau scalability, au niveau mise à l'échelle, pardon. Ethereum ne peut pas fonctionner pour ce qu'il promet sans mise à l'échelle. Pourquoi ça? Parce qu'à l'époque, Vitalik Buterin nous avait promis 25 transactions par seconde, ce qui est déjà très peu. Les faits montrent qu'à 7 ou 8 transactions par seconde, le réseau commence déjà à saturer, qu'on commence à avoir du délai, du lag. Pour quelque chose qui voudrait être un ordinateur monde, sachant que dès qu'on a la moindre application qui tourne dessus ou la moindre ICO, on dépasse très largement 7-8 transactions par seconde et qu'on a parfois des backlogs qui durent des heures, ça fait que le produit en l'état actuel n'est pas utilisable. Donc pour ça, il faut faire des mises à jour d'Ethereum. Il y a toute une roadmap qui est prévue, mais ce qui se passe, c'est que chaque mise à jour amène potentiellement de nouvelles vulnérabilités. Donc le risque technologique, autant pour Bitcoin, si vous avez regardé ma dernière vidéo, je le juge assez faible, autant pour Ethereum, je le juge très très fort, et je suis convaincu qu'on n'a pas fini de voir des hacks dans les smart contracts Ethereum, parce qu'il y aura des vulnérabilités dans les smart contracts, et je ne serais même pas si surpris qu'on ait, à un moment ou à un autre, une vulnérabilité dans Ethereum même. L'autre inconvénient majeur, comme je l'ai dit, c'est que le produit actuellement n'est pas fonctionnel. Tout ce qu'on a, ce sont des produits qui se conçoivent sur Ethereum et qui fonctionnent. Si 2 personnes ou 3 personnes seulement utilisent le produit à la fois, ça fonctionne. Mais ce n'est vraiment pas le but ultime d'Ethereum, et c'est vraiment dommage que ce soit limité à ça actuellement. Alors oui, on peut se dire, Vitalik dit travailler sur le proof of stake, le sharding, qui sont des trucs techniques sur lesquels je ne vais pas rentrer maintenant, car ça pourrait être l'objet d'une vidéo en elle-même. Mais tout ce qu'on a actuellement, à part une roadmap plutôt floue, ce sont les dires de Vitalik Buterin. Donc ce qu'on a, c'est finalement un développeur en chef qui nous dit oui, ça marchera, pas de problème. Mais pour l'instant, on n'a aucun software et pas grand-chose qui nous prouve qu'il y ait des implémentations qui fonctionnent. Et ça, c'est un vrai problème, parce qu'on a peut-être des dizaines et des dizaines de projets qui sont en train de se bâtir sur une plateforme qui ne sera peut-être pas fonctionnelle avant 1 an, 2 ans, 3 ans, voire peut-être qui n'arrivera pas à dépasser ses limites. Ethereum, enfin, a, à mon sens, 2 gros inconvénients si on parle en qualité d'investissement, disons. Le premier, c'est son inflation. L'inflation à terme est théoriquement infinie. Là encore, de nouveau, tout ce qu'on a, c'est la parole, quelque part, de Vitalik Buterin et de la Ethereum Foundation, qui nous disent on va calmer le jeu sur l'inflation avant peu. Sauf que ce qu'il faut voir, c'est que pour l'instant, cette année, on est, je crois, à 14,75% d'inflation, c'est en tout cas le chiffre que j'ai trouvé, donc c'est énormissime. C'est-à-dire que si vous avez acheté un Ethereum au début de l'année, à supposer que la market cap soit restée la même, à la fin de l'année, votre Ethereum aurait valu 14,75% de moins.
Donc c'est vraiment énormissime, et en termes d'investissement, c'est quelque chose auquel il faut toujours faire attention. À titre de comparaison, l'inflation de Bitcoin pour cette année est de l'ordre de 4%. Donc c'est quand même beaucoup moins, et c'est assez important de le prendre en compte. La dernière chose, qui est assez bête à dire, mais auquel il faut aussi penser de temps en temps, c'est que Bitcoin est complètement décentralisé et n'a pas de fondateur, n'a pas vraiment de personnage central qui représente Bitcoin. Pour Ethereum, c'est complètement faux. Au sens où, bah oui, vous avez la Ethereum Foundation qui est constituée de plusieurs parties, mais vous avez quand même une espèce de quasi-culte de la personnalité, quasi-gourou, qui est en la personne de Vitalik Buterin. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez une personne qui peut être attaquable, qui peut être... Il peut y avoir des campagnes contre Vitalik Buterin, c'est-à-dire, on pourrait imaginer des trucs bêtes qui se fassent... comment on pourrait dire en français? Je pense à smear campaign, excusez-moi, des campagnes de décrédibilisation de Vitalik. De manière beaucoup plus inquiétante, on pourrait imaginer un assassinat, typiquement, ou même une mort accidentelle. Ce sont des choses qui sont bêtes, mais qui fragilisent quelque part une monnaie, qui fragilise quelque chose. Il y a quelque temps, l'année dernière, je crois, Ethereum avait pris un coup, au sens où le cours avait chuté brutalement. Et pourquoi ça? Il s'était avéré que c'était parce qu'il y avait eu des rumeurs comme quoi Vitalik aurait été décédé. Il a fini par poster un selfie sur Twitter avec le dernier hash de la dernière transaction Ethereum. Et ainsi, en prouvant qu'il était vivant, le cours a retrouvé son cours usuel. Mais il y a quand même eu un vent de panique à l'idée de se dire que Vitalik, le gourou Ethereum, était décédé. Bref, vous l'avez compris, pour moi, il y a vraiment une raison pour laquelle cette vidéo ne s'appelle pas « Est-il trop tard pour investir dans Ethereum ?» Je ne pense pas qu'un investissement dans Ethereum, si vous voulez rentrer dans le monde des crypto-monnaies, soit aussi nécessaire, disons, qu'un investissement en Bitcoin. Il y a moins de paires sur les échanges, il y a moins de volume. Globalement, c'est beaucoup moins le maître étalon de l'écosystème que Bitcoin, et je pense que son cours est potentiellement beaucoup plus fragile. Pour autant, ça ne veut pas dire que je pense que ce n'est pas un bon investissement. Et au contraire. Parce que je pense qu'Ethereum a potentiellement plus de potentiel encore que Bitcoin, au sens où, dans le meilleur des cas, Bitcoin devient la monnaie universelle. En revanche, Ethereum, de son côté, dans le meilleur des cas, et dans tous les cas intermédiaires, devient l'ordinateur central du monde et une plateforme absolument incontournable pour faire tourner des tonnes et des tonnes d'applications. Donc autant c'est probablement beaucoup plus risqué, autant l'upside, comme on dit en anglais, et décidément vous voyez qu'aujourd'hui j'ai un peu du mal avec mes mots en français et en anglais, l'upside est beaucoup plus important pour Ethereum. Et c'est là que je vais introduire le concept de hedging et vous parler un petit peu de ma stratégie en trading et en investissement. Hedger, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mitiger les risques. C'est typiquement, si vous voulez, je vais vous donner un autre exemple dans un autre domaine complètement. Si vous pariez au pari hippique, vous êtes à Vincennes et vous dites, j'ai un bon tuyau, le Kazakh du Berry dans la 4e, j'ai un super tuyau sur Kazakh du Berry. Donc vous placez un pari, vous dites 500 € sur Kazakh du Berry. Ce qui se passe néanmoins, c'est qu'il y a un deuxième cheval, on va l'appeler Étoile Noire de Belgrade. Donc vous savez qu'il est aussi très fort, et vous pensez qu'il y a quand même de bonnes chances que Étoile Noire de Belgrade fasse une plutôt bonne perf face à Kazakh du Berry. Et vous dites qu'il y a quand même des chances que Étoile Noire de Belgrade ravisse la première place à Kazakh du Berry, même si quand même mon pote m'a filé un super tuyau, mais j'en suis pas complètement sûr. Sauf fait, si vous mettez un gros billet sur Kazakh du Berry, qui est quand même le favori, donc c'est plutôt logique que vous mettiez un gros billet sur lui. Et puis, vous mettez, je ne sais pas, la moitié, le tiers sur Étoile Noire de Belgrade. La conséquence, ça va être laquelle? La conséquence, ça va être que, oui, quand Kazakh du Berry va gagner, vous remarquerez que j'ai inventé ces noms tout de suite et que j'ai beaucoup de mal à m'en rappeler, mais ce n'est pas grave. Quand Kazakh du Berry va gagner, vous gagnerez moins, c'est certain. Mais dans l'ensemble, vous prendrez quand même moins de risques et vous gagnerez toujours un petit peu, parce que même si votre deuxième choix s'avère judicieux, quand Étoile Noire de Belgrade gagnera, vous gagnerez quand même un petit peu d'argent. Donc ce que vous faites, c'est que vous mitigez énormément le risque.
L'idée en investissement, ça va être de faire un petit peu pareil avec vos portfolios. Et pour vous expliquer un petit peu ça de manière un peu plus claire, on va lancer deux choses, on va lancer CoinMarketCap et Excel. Donc tout d'abord, nous voici avec les capitalisations du moment. Vous voyez que ça tombe assez bien d'ailleurs. Si on ajoute la capitalisation de Bitcoin et d'Ethereum, on tombe sur 100 milliards de dollars au global. Donc Bitcoin 71 milliards, Ethereum 29 milliards. Et la question qu'on va se poser maintenant, c'est comment investir si on veut mitiger notre risque. Disons que vous êtes là, vous êtes comme moi, et vous croyez globalement assez fortement en l'écosystème crypto. Vous savez que un jour, que ce soit Bitcoin, Ethereum ou n'importe quelle autre crypto-monnaie, il y aura une révolution crypto. Tout le monde va utiliser les cryptos. Donc, du coup, la capitalisation va énormément augmenter et tous les gens qui auront investi dans les cryptos gagneront beaucoup d'argent. Ça, c'est le rêve. La pratique montrera peut-être qu'on aura tous tort. De nouveau, comme d'habitude, en investissement, n'investissez que ce que vous pouvez perdre, surtout dans les cryptos, encore pire qu'en bourse. Mais disons la théorie, ce pourquoi on est là, ce pourquoi vous regardez cette vidéo, c'est de se dire ça, c'est de se dire on va avoir une révolution, on va avoir un changement de paradigme, et l'une ou l'autre de ces crypto-monnaies va l'emporter complètement. Et c'est là que vous vous dites, vous voulez pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Et c'est là que le concept de hedging intervient. Ce que je fais moi, c'est que mon portfolio, donc mon portefeuille d'actifs crypto, va être divisé entre toutes les cryptos dans lesquelles je crois à terme pour, disons, renverser l'ordre établi. Et pour faire ça de manière intelligente, ce qu'il faut faire, c'est investir au prorata de toutes les cryptos qu'on s'imagine pouvoir renverser cet ordre établi-là. En l'occurrence, on parle de Bitcoin et Ethereum, on verra qu'on peut peut-être considérer que d'autres cryptos peuvent renverser cet ordre établi et qu'il faudrait peut-être aussi mettre des billes dans votre crypto pour rester bien protégé contre tous les aléas de la chance. Mais ce qu'on veut dans un premier temps, c'est ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, et la façon dont on veut le faire, c'est de manière à ce que si l'écosystème crypto fait x10, on veut que soit parce que Ethereum a fait x50 ou parce que Bitcoin a fait x12, on veut pouvoir gagner la même somme d'argent. Parce que autant on croit dans les cryptos en général, autant ni moi ni vous, je présume, ne prétendez prédire l'avenir, et c'est à l'heure actuelle extrêmement dur de savoir si c'est Bitcoin ou Ethereum qui va prévaloir. Alors oui, les deux n'ont pas le même usage, et oui, probablement les deux vont monter conjointement. Mais peut-être que l'un montera plus fort que l'autre, peut-être que l'un remplacera l'autre. Il y a quelques mois, la capitalisation totale d'Ethereum approchait celle de Bitcoin, on a beaucoup parlé de flippening. À titre personnel, j'y ai jamais vraiment cru, mais il y a des gens qui ont pu y croire. Et donc la question qui se pose, c'est voilà, comment est-ce que je répartis mes œufs dans mon panier de manière intelligente? Et l'idée donc, c'est de le faire au prorata de la capitalisation. Pour bien vous faire comprendre ça, j'ai lancé ce petit fichier Excel. J'ai arrondi les capitalisations. J'ai considéré que Bitcoin à l'instant actuel était 70 milliards, Ethereum 30 milliards, et que on voulait investir 10 000 euros au global. Donc là, j'ai choisi deux stratégies différentes. Le portfolio 1, qui est ici, investi au prorata, comme je vous l'ai expliqué. Donc 7 000 dollars dans Bitcoin, 3 000 dollars dans Ethereum. Le portfolio 2, lui, est ce qu'on appelle un Bitcoin maximaliste, c'est-à-dire qu'il ne croit que dans Bitcoin, il sait que Ethereum n'aura jamais de succès. Il a peut-être raison, il a peut-être tort, mais c'est pas vraiment la question qu'on veut explorer tout de suite. Ce qu'on veut explorer, c'est la mitigation des risques et comment prendre des décisions les plus rationnelles. Parce que essayer de chasser le profit à tout prix pour mettre tout notre portefeuille à risque, c'est pas forcément la meilleure idée qu'on puisse avoir. Pour vous montrer un peu ça, donc j'ai dans la colonne de droite ici, on va un petit peu regarder ce qui va se passer. À droite, ce qu'on a, ça va être, admettons, la capitalisation future. Si on imagine que dans 6 mois, les capitalisations sont toujours égales, forcément, la valeur de nos deux portfolios n'aura pas bougé, jusque-là c'est limpide. Si on imagine que Ethereum comme Bitcoin doublent leur valeur, donc Bitcoin passe à 140 milliards, Ethereum à 60 milliards, tout double, tout se passe bien. Maintenant, si on commence à imaginer des scénarios un petit peu différents, admettons Bitcoin double et Ethereum ne bouge pas. Là, on commence à avoir des différences sur les portfolios. Alors oui, évidemment, le portfolio 2, qui était le Bitcoin maximaliste, prend le maximum de bénéfices. Il double,
Tandis que, bah oui, c'est quand même pas de chance, le portfolio Ethereum fait un petit peu moins de bénéfices. Notez quand même que ça reste un pari sur l'écosystème crypto complet et qu'il fait quand même des bénéfices. Puisque la capitalisation globale a fait plus 70%, le portfolio 1 fait aussi plus 70%. Mais par contre, là où le Bitcoin maximaliste risque de s'en mordre les doigts, c'est si le flippening, dont on en parlait tant, le flippening, donc de flip en anglais, se retourner, si le flippening intervient, et que Ethereum remplace Bitcoin au panthéon, disons, des crypto-monnaies. Donc admettons, la capitalisation de Bitcoin est siphonnée par Ethereum, devient 30 milliards, et que celle d'Ethereum devient 70 milliards. Qu'est-ce qui se passe ici? Un portfolio 1, celui qui n'a pas pris de risque et qui a parié sur l'ensemble des cryptos en général, n'a toujours pas bougé, parce que de nouveau, vous pariez sur l'ensemble de la capitalisation. Le portfolio 2, en revanche, qui a pris des risques, donc qui, oui, aurait pu gagner un peu plus si c'était Bitcoin qui avait remporté la timbale, disons, lui, il a perdu énormément d'argent. Donc ce que je vous recommande en priorité, si vous voulez investir dans les cryptos, et c'est ce que je fais moi, c'est d'abord comprendre Bitcoin, investir dans Bitcoin, pour moi c'est l'étape numéro 1, et ensuite avoir un portfolio équilibré en fonction de la capitalisation dans toutes les cryptocurrencies que vous estimez susceptibles de remplacer Bitcoin ou devenir des leaders du marché. Ceci étant dit, ça pose un petit peu la question de savoir est-ce qu'il y a d'autres cryptocurrencies que je considère comme Ethereum et que j'ai dans des portions similaires dans mon portfolio et que je m'efforce de maintenir dans ce genre de portions. Donc d'autres cryptocurrencies que je considère comme des hedging essentiels. On va un petit peu regarder CoinMarketCap et je vais vous en parler, vous en toucher 2-3 petits mots. Alors dans un premier temps, pour pouvoir parler de hedging contre un risque de remplacement de Bitcoin, pas forcément de remplacement, mais disons d'un roi qui en remplacerait un autre, si vous voulez, donc pour ne pas manquer un profit potentiel. Déjà, c'est assez clair qu'il ne faut regarder que les plus grosses capitalisations. Pour vous donner une idée, on ne va pas commencer à aller vouloir se hedger en ayant du Byteball, même si c'est quelque chose, en l'occurrence j'en ai, mais ce n'est pas dans l'optique de me dire « Ah bon sang, demain Byteball peut remplacer Bitcoin ». Pourquoi? Parce qu'il faudrait que Byteball fasse quasiment x 500 pour atteindre le niveau de Bitcoin. Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez des crypto-monnaies qui sont dans les rangs 36, des choses comme ça, d'abord elles n'ont pas forcément vocation à un jour devenir des étalons comme Bitcoin. Il y a beaucoup de ces choses-là qui sont non pas des monnaies, non pas des protocoles, mais des applications. Economy, par exemple, qui est ici, n'est pas un protocole, mais c'est une application. C'est une entreprise, en réalité, Economy. Bref, il y a plein d'exemples comme ça. Donc il y a un problème de taille et il y a un problème de quoi s'agit-il? Est-ce que ça a seulement le potentiel de remplacer Bitcoin? Donc si on regarde un petit peu dans la liste, très brièvement, le premier qu'on rencontre, c'est Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash, c'est le fork de Bitcoin qui a été généré au 1er août, qui est mené par les gens qu'on appelle donc les big blockistes, qui ont une vision, disons, différente de comment il faudrait faire évoluer Bitcoin. Je ne pense pas que Bitcoin Cash soit un hedging nécessaire à Bitcoin. Pourquoi ça? Tout simplement parce qu'il y a un vrai clivage dans la communauté et il y a à peu près 80% de la communauté Bitcoin dans son ensemble, ou peut-être 70%, mais qui détestent tous les gens qui sont derrière Bitcoin Cash. Et rien que pour ça, il est de mon avis que Bitcoin Cash ne pourra pas dépasser Bitcoin. Donc à titre personnel, je ne considère pas ça comme un hedging valable. Je peux considérer ça comme un investissement, à un horizon d'investissement de 2 mois, mettons. Je peux peut-être me dire, je pense que Bitcoin Cash va monter. Et dans les faits, c'est effectivement le cas. J'ai beaucoup de Bitcoin Cash en ce moment parce que je pense qu'il y a un objectif assez intéressant à atteindre avec tout le brouhaha autour de Segwit 2X et je pense que Bitcoin Cash peut monter là-dessus. Mais c'est un sujet complètement annexe. Il ne s'agit pas de hedging, il ne s'agit pas de protection contre le risque. Il s'agit plus quelque part d'un trade à court ou moyen terme. Ensuite, on a Ripple. Alors Ripple, c'est un peu pour caricaturer, c'est la crypto-monnaie des banques. Ce n'est même pas une blockchain décentralisée, ça n'a rien à faire là. Je vais même pas me prononcer sur est-ce que c'est une bonne monnaie
ou pas, c'est un bon investissement ou pas, pour moi ça ne devrait même pas être là. L'ensemble de ces crypto-monnaies sont des blockchains intégralement décentralisées. Ripple est une entreprise qui propose une blockchain centralisée à 90%. Ripple ne devrait même pas être là. Litecoin peut être intéressant au sens où c'est une copie quelque part du protocole Bitcoin. Est-ce que je pense que ça peut remplacer Bitcoin? Il y aurait peut-être une toute petite chance pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais je ne pense pas non plus que ça puisse remplacer Bitcoin au sens où finalement c'est la même chose. De manière générale, quand vous avez n'importe laquelle de ces monnaies, demandez-vous si elle a une valeur intrinsèque, si elle apporte quelque chose de plus. Soit que Bitcoin, soit que n'importe laquelle des autres monnaies qui sont dans les mêmes eaux de capitalisation. En l'occurrence, Litecoin n'apporte pas grand chose de plus. Litecoin, pour moi, peut être un investissement intéressant parce que ça permet de tester des nouvelles features, disons des nouvelles caractéristiques qui sont après implémentées dans Bitcoin. Mais je ne m'imaginerais pas avoir Litecoin qui soit définitivement, qui devienne le roi, disons, de cet écosystème à aucun moment. Donc ça ne m'intéresse pas vraiment en termes de hedging. Ensuite, on a Dash. Je sais que certains d'entre vous ont pas mal réagi quand j'avais parlé de Dash dans la toute première vidéo où j'avais dit une bouse comme Dash. Je maintiens, je ne vais pas expliquer en détail pourquoi. En gros, il y a plusieurs problèmes pour moi pour Dash. Le premier étant que, d'un point de vue technologique, c'est éclipsé par Monero. Monero est une technologie qui est, en termes d'anonymat, bien meilleure. C'est mon avis, c'est aussi à peu près le consensus des experts. Et que il n'y a pas vraiment de sens à ce que la capitalisation de Dash soit supérieure à celle de Monero. Et si on parle long terme, il n'y a pas vraiment de sens que Dash réussisse mieux que Monero. Donc, à ce tarif-là, et rien que parce que je considère que Monero est supérieur, je ne considérerais pas Dash comme un hedging. Ensuite, on a NEM. Très honnêtement, je vais être très franc avec vous, je ne sais même pas ce qu'est NEM. Je le vois dans ce classement depuis des mois et des mois, je ne sais toujours pas ce que c'est. Et ensuite, si vous voulez, on entre dans la capitalisation où il y a justement deux protocoles ici qui, moi, à titre personnel, m'intéressent beaucoup et je suis modérément investi dedans. Parce que même pour les prendre en tant que hedging, c'est très peu cher, vu que ça représente 1/50 de la capitalisation de Bitcoin. Mais si vous voulez, quand la capitalisation devienne si basse, si vous voulez parler en termes de hedging et pas forcément d'investissement de nouveau, mais de mitigation des risques, ça sert vraiment plus à grand chose de regarder des choses qui sont aussi basses en capitalisation parce que si renversement il doit y avoir, vous le verrez venir. Vous aurez le temps de voir Monero faire x50 et vous aurez le temps de vous pencher sur la question plus tard. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des bonnes techs, de nouveau. Ça veut juste dire que dans le contexte de cette vidéo et de ma stratégie sur le hedging, sur un portfolio équilibré, ça n'y rentre pas vraiment. En l'occurrence, j'aime beaucoup Monero et je pense que IOTA peut avoir un intérêt aussi. Mais tout ça, ce sera l'objet de vidéos futures. Donc pour conclure aujourd'hui sur Ethereum, vu qu'on a bien conclu, je pense, sur le hedging, sur le portfolio équilibré, revenons vite fait à Ethereum. Vraiment en deux mots, je pense que c'est une technologie qui est extrêmement prometteuse. Elle a des concurrents. Je sais que EOS est un concurrent. Je crois que Tezos est également un concurrent, même si Tezos, je ne me suis jamais vraiment penché dessus. Mais tout ça, c'est vraiment plus ambitieux et plus long terme que Bitcoin. Il y a aussi une différence fondamentale avec Bitcoin, c'est que ça n'a pas le côté robuste de Bitcoin. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire je pense que Ethereum va remplacer Bitcoin. L'énorme avantage de Bitcoin, c'est vraiment sa robustesse. Ça a été prouvé depuis 2008 maintenant que Bitcoin est virtuellement inattaquable. Ethereum, pas tant que ça. Et autant Ethereum pourrait largement en capitalisation dépasser Bitcoin, autant Bitcoin gardera quand même, pour moi, cet avantage de robustesse et ce store of value, cette réserve de valeur qu'on a brièvement mentionné dans les vidéos précédentes. Et je ne pense pas que Bitcoin et Ethereum aient la même application et je ne pense pas que Ethereum soit voué à faire disparaître Bitcoin. Flippening, dépassement de Bitcoin à un moment ou à un autre, peut-être, au sens où si les deux fonctionnent bien, Ethereum a clairement un potentiel supérieur en tant que coordinateur monde, mais remplacement total, je n'y crois absolument pas. Pour autant, en termes d'investissement et de hedging, je pense que Ethereum est un fondamental dans votre portfolio à hauteur de, comme les chiffres l'ont montré, peut-être 30% de votre portfolio dédié à Ethereum. Derrière, ce n'est pas à dire que vous ne pouvez pas faire varier un petit peu ce pourcentage si vous pensez que Ethereum à court terme est un bon investissement ou un mauvais investissement, le diminuer dans ce cas-là. Mais disons que
70%, 30%, c'est pour moi une guideline essentielle qu'il faut vous efforcer de suivre dans votre portfolio. Et si vous êtes juste un investisseur et que vous ne souhaitez pas trade, c'est plus qu'essentiel de manière générale, c'est vraiment quelque chose auquel vous devez, je pense, vous conformer. Prenez 70% de Bitcoin, 30% d'Ethereum si c'est votre tout premier investissement, et ne touchez plus à rien pendant des années avant de bien comprendre les mécaniques du trading et ce qui fait la valeur des différents altcoins. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser-les. Souscrivez à la chaîne, parce qu'il y aura beaucoup d'autres vidéos comme ça. Des petites analyses techniques d'un coin ou d'un autre. Et puis, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Ciao tout le monde.